Les corps s'attirent mutuellement, avec une force en 1 sur r carré. On le sait tous. Pourtant, vous ne vous êtes probablement jamais demandé d'où vient ce carré inverse. Pourquoi pas 1 sur r ou 1 sur r cube ou n'importe quoi? Alors, est-elle tombée du ciel? La réponse est clairement non. Newton n'a pas postulé la loi de la gravitation et ensuite démontré les orbites elliptiques des planètes, comme on le fait aujourd'hui. Il est parti des orbites de Kepler et a cherché quelle force pourrait les produire. Sa réponse? Une force en 1 sur r carré. Et tout ça juste en utilisant la géométrie de l'ellipse. Pas de dérivée et pas d'intégrale, mais avec une astuce cruciale. Pour comprendre la gravité, il faut imaginer un ressort gigantesque. D'accord, mais il veut en venir où Newton avec ses ressorts? Son idée, en 2 mots, était la suivante. Si l'on a une orbite elliptique, générée par une force vers le centre de l'ellipse, alors, d'après lui, cette force doit être proportionnelle à la distance, comme un ressort. Donc, la gravité est un ressort? Non. Attention, le Soleil ne se situe pas au centre géométrique de l'ellipse. Il faut bien distinguer le centre géométrique et le centre d'attraction, vers où pointe la force. Pour la gravité, le centre d'attraction se situe à un point focal de l'ellipse, donc un peu sur le côté. Ça, c'est littéralement la première loi de Kepler, que celui-ci a déduite expérimentalement. Il ne savait pas du tout pourquoi c'était le cas. Mais donc, Newton a calculé la force vers le centre de l'ellipse géométriquement, puis, en utilisant la première loi de Kepler, il a changé de point d'attraction. En pivotant vers un point focal, il a trouvé la loi en 1 sur r carré que l'on connaît. Mais comment on calcule une force géométriquement? La question précise que je vous pose est la suivante. Si je vous donne un point P sur une trajectoire et un centre d'attraction S, saurez-vous trouver l'accélération, et donc la force, nécessaire en P, le tout géométriquement? Newton répond oui. Supposons que notre mobile, donc notre planète, est d'abord en P et qu'après un petit temps T, il se retrouve au point R. Voici la grande idée. Vu que T est tout petit, on peut supposer cette formule pour la position. Elle me dit quelque chose. C'est la position en MUA, mouvement uniformément accéléré. Car vu que T est petit, on peut localement faire comme si l'accélération était constante entre P et R. Enfin, on y reviendra par la suite. Soit, le long de la tangente, on a V fois T. Et pour arriver en R, on a 1/2 A fois T carré. Mais on sait que la force, donc l'accélération, est vers le centre S. Donc, il suffit de mettre un point Q, ici, avec QR parallèle à SP. Et là, regardez, la longueur QR nous donne directement l'accélération. A est donc égal à 2 fois QR sur T carré. Or, T n'est pas une quantité géométrique. Pas de panique. Là, la deuxième loi de Kepler vient à la rescousse. Comme on a vu dans la vidéo précédente, elle a vérifié si et seulement si la force pointe vers un centre. Elle nous dit que l'air balayé ne dépend que du temps. R est donc égal à constante fois T. En notation moderne, A égale 1/2 h fois T. H est le moment cinétique par unité de masse. Et boum, le temps disparaît. On a notre expression pour l'accélération, purement géométrique. Revenons à l'intuition. Avec cette formule, on sait en principe calculer la force nécessaire vers n'importe quel point. Mais comment faire pour changer de centre d'attraction? Et est-ce même possible? Revenons à un fait expérimental, la deuxième loi de Kepler. J'ajoute des deltas ici pour que vous voyez où je veux en venir. On a delta A sur delta T égale H sur 2. Maintenant la géométrie. Si l'air est un secteur de cercle, l'expression est simple. Delta A égale 1/2 rayon au carré fois delta θ. Mais si l'on prend un delta θ minuscule, alors ça marche pour toute courbe. Regardez. On divise par delta t, et en mettant les deux ensemble, r carré fois vitesse angulaire est une constante. Donc, si on a une courbe planaire quelconque, on peut choisir un point quelconque comme notre centre d'attraction, décrire la géométrie à partir de ce point,
et puis trouver θ en fonction du temps. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire d'intégrale ou de calcul en polaire. C'est juste pour l'intuition. Ouh, ok. Conceptuellement, c'est pas facile parce que c'est pas du tout le sens du raisonnement auquel on est habitué. Ah là là, Newton, toujours à l'envers. Mais c'est important pour ce qui suit. J'aimerais donc accentuer que la courbe peut être parcourue en des temps différents quand on prend des centres d'attraction différents. C'est la géométrie qui reste la même. Ce qu'on fait avec la loi des airs, en quelque sorte, c'est de choisir le rythme auquel on parcourt la courbe pour que la force pointe vers le centre. Et ensuite, en ajoutant la géométrie avec la formule de tout à l'heure, on trouve la force radiale, attractive ou répulsive, vers ce centre qui produit cette courbe. Ce qui est sympa, c'est que même si les vitesses et les temps sont différents, il existe quand même un lien purement géométrique entre les forces nécessaires vers deux centres d'attraction, disons S et S'. C'est ce rapport F' sur F que Newton a calculé. Une étape cruciale pour démontrer le 1 sur r carré. Accrochez-vous, car c'est la partie la plus technique de la vidéo, et une qui a été largement inspirée par la vidéo de Mathémaniac sur le sujet, qui a fait un travail exceptionnel de modernisation de la Principia de Newton. Les autres parties géométriques aussi d'ailleurs. Je vous la mets en description. Allons-y. Le problème, c'est que notre quotient d'air contient encore R, et Q, qui est construit grâce à R. Or, R était juste un point auxiliaire. À la limite de R tendant vers P, donc T tendant vers 0, ils doivent disparaître pour que la formule reste valide. Déjà, pour Q' sur QR, créons un triangle semblable à QQ'. On a déjà PS parallèle à QR, donc on complète le triangle en traçant un segment parallèle à PS' à partir de S. L'intersection avec la tangente, on l'appelle A. Ces triangles sont semblables, donc Q'R sur QR est égal à AS sur PS. Cette partie ne dépend plus de R. Mais qu'en est-il du quotient des airs? Notre objectif est de transformer ces triangles pour obtenir des triangles qui ne contiennent plus R ou Q. Ici, l'idée c'est de changer de base, entre guillemets, pour faire partir le R. La nouvelle R, donc R', est égale à 1/2 fois PQ' fois cette hauteur. On peut faire pivoter la base vers AP, juste en multipliant par AP sur PQ'. Et alors, on a cette aire-là. Pour l'aire de départ, donc l'aire de SPQ, on fait la même chose. Pour que la base ne soit plus PQ, mais plutôt AP, on multiplie par AP sur PQ. Et donc, R divisé par R' est égal à R fois ce facteur divisé par R' fois l'autre facteur. Il y a un truc qui manque? Oui. Faut faire attention. Isolons R et R'. Il faut donc ajouter un PQ sur PQ' pour corriger ça. Mais heureusement, ce terme tend vers 1 quand R tend vers P. On peut juste regarder le dessin et s'en convaincre. Mais j'aimerais juste rapidement tricher un peu avec de l'analyse pour que ce soit 100% solide. Vous pouvez sauter cette partie si vous voulez. L'idée, c'est que plutôt que de voir cette formule du début comme celle de l'accélération uniforme, on la voit comme un développement de Taylor à l'ordre t carré, avec un reste O de t cube. Déjà, PQ' est égal à PQ moins QQ'. On divise par PQ, on a ici un terme en QQ' sur PQ. Vectoriellement, QQ' est égal à QR moins Q'R. Et les QR, comme on a vu au début, sont les déviations dues aux accélérations, donc 1/2 fois A fois t carré, avec un reste O de t cube. Supposons que A et A' ne sont pas égales, QQ' est donc d'ordre O de t carré. PQ, quant à lui, est le long de la tangente, V fois t, donc d'ordre OT. En divisant les deux, ordre t carré divisé par ordre t est égal à ordre de t. Et ça tend vers 0. L'ordre de t tend vers 0, car t tend vers 0, et donc PQ sur PQ' tend vers 1. Waouh! Il reste juste ce nouveau quotient d'air.
Or, ces deux segments sont parallèles, on y est presque. Donc les deux triangles ont même hauteur. Donc, on obtient le quotient des bases, AS sur PS'. Phew, on a réussi à complètement se débarrasser de R et de Q. On a une relation entre F et F' qui est entièrement géométrique. Retournons maintenant à nos ressorts pour un peu d'intuition en deux dimensions, avant d'enfin démontrer ce 1 sur R carré. On connaît tous l'exemple de la masse attachée à un ressort en une dimension. F est égal à moins k fois x. X de t est alors une sinusoïde. En tant que physicien, on aime bien imaginer des cas idéaux impossibles. Un ressort sans masse et avec une longueur à vide nulle. Et en plus en 2D. On a alors une coordonnée en plus, y. Donc en 2D, on a ça. En particulier, si la position initiale est perpendiculaire à la vitesse initiale, alors ça simplifie. X est égal à a cos oméga t et y est égal à b sin oméga t. Et l'on peut facilement voir que ça donne une trajectoire elliptique, puisque x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à cos carré plus sin carré, et ça, comme on sait, c'est toujours égal à 1. Mais ce n'est pas une coïncidence. En fait, la trajectoire sera toujours elliptique, même dans le cas général. Évidemment, Newton ne pensait pas comme nous aujourd'hui. Lui, il a commencé par prendre une trajectoire elliptique générée par une force vers le centre géométrique de l'ellipse, et il a prouvé de manière 100% géométrique que la force doit nécessairement être proportionnelle à la distance, la force d'un ressort. Puis il a changé de centre d'attraction pour trouver la force gravitationnelle vers un point focal, avec la formule de changement de centre. De nos jours, ces démos sont très difficiles à comprendre. Même traduite, c'est un peu comme lire le manuscrit secret d'un sorcier écrit dans une langue ancienne, la géométrie classique, car il n'utilise ni vecteurs ni coordonnées. Mais bref, ici, je ne voulais pas faire toute la démo géométrique. Je voulais juste vous fournir un peu d'intuition sur pourquoi la force vers le centre d'une ellipse doit être en R. Pour ceux que ça intéresse, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais ok, on est maintenant à 2 doigts de démontrer la loi en carré inverse de la gravité. Dernière étape. Avec la formule du changement de centre, connaissant la force nécessaire vers un centre d'attraction S, ici pris comme le centre géométrique de l'ellipse, on sait calculer la force nécessaire vers un nouveau centre d'attraction S', ici pris comme un point focal de l'ellipse. En d'autres termes, on sait calculer la force gravitationnelle. Notons R la distance de S et R' la distance du nouveau centre S'. Maintenant, on connaît F. C'est la force du méga ressort imaginaire que l'on vient de voir. F est égal à constante fois R. En substituant, on voit que la force gravitationnelle F' est égale à d constante fois AS au cube divisé par R' au carré. Donc pour prouver que la force gravitationnelle F' est en 1 sur R carré, il suffit de montrer que AS est une constante. Pour ça, on aura juste besoin de 2 petites propriétés de l'ellipse. D'abord, ajoutons le deuxième point focal F. Alors, la somme des distances des points focaux vers P est constante, égale à 2 fois le demi-grand axe A. C'est une manière de définir et de dessiner une ellipse, en utilisant un fil et 2 clous. Ensuite, si on trace la tangente au point P, alors elle fera des angles égaux avec le segment reliant P aux points focaux. C'est pour ça que si vous avez une table de billard elliptique et que vous commencez avec une boule à un point focal et que le trou est à l'autre point focal, alors mathématiquement, vous êtes garanti de réussir. Ok, commençons. On prend la même construction qu'avant, avec les deux centres et le point A ici. Déjà, commençons par tracer un segment parallèle à la tangente passant par AS. Et appelons ce point B. PASB est un parallélogramme, donc AS est égal à PB. Donc on peut se débarrasser du point A. Yes! Il serait peut-être bien d'introduire la distance du point focal, R', ou PS', même chose, car souvenez-vous de la définition. On écrit donc PB égale PS' moins BS'. Maintenant, ce serait sympa de créer des triangles semblables, vu qu'on a des segments parallèles. Traçons encore un segment parallèle à la tangente. Passant par F cette fois,
et appelons ce point C. On a donc bien deux triangles semblables, donc BS' sur CS' est égal à SS' sur SF. Mais ces distances sont les mêmes. Donc le membre de droite, c'est juste 1/2. Donc BS' est égal à 1/2 CS'. On balance dans l'expression pour AS. Ok, on n'a toujours pas utilisé la propriété du billard. Ces deux angles avec la tangente sont égaux. Mais en plus, ces angles en bleu sont égaux, car alterne interne, de même pour ceux-ci en vert. Donc ce triangle, PCF, est isocèle, donc PC égale PF. Mais attendez, la formule pour AS a ici un PS'. Et ici, on a un PF. Souvenez-vous de la définition. PS' plus PF égale constante. On doit donc probablement arriver à un terme comme ça. Mais comment? On voit CS' égale à PS' moins PC. Et en plus, PC égale PF. On balance, et magie, cette somme des distances est constante, égale à 2A. Soit AS est égal à demi-grand axe de l'ellipse. Reprenant la formule pour la force gravitationnelle vers le point focal, on a donc montré qu'elle est inversement proportionnelle à la distance au carré. Incroyable! Dans la partie précédente, on a montré que la gravité est vers le centre et qu'elle dépend du produit des masses. Et bien voilà, on a la loi de la gravitation universelle. Et je ne dois même pas vous expliquer pourquoi cette loi est méga puissante. Les orbites des planètes, évidemment, mais aussi les fusées et les satellites, les balles de tennis, les balles de foot et les boules de pétanque, les marées, la liste est très longue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a démontré que la gravité doit être en 1 sur r² en partant des orbites elliptiques de Kepler. Mais saviez-vous que Newton n'a pas démontré la réciproque? Donc, que la gravité en 1 sur r² implique des orbites elliptiques. Enfin, c'est contesté. Dans la prochaine vidéo, on verra une approche géométrique moderne pour démontrer la première loi de Kepler, donc que les orbites sont elliptiques. Car vous verrez, derrière cette force apparemment simple, se cache une symétrie très élégante. J'aimerais aussi à nouveau remercier Mathémaniac pour sa vidéo sur le 1 sur r². À la prochaine!